Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Christophe Madrol. Bienvenue à tous. Et bienvenue à tous, et c'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir à tous. Les enseignants sont-ils suffisamment soutenus et protégés? On vous pose cette question car un rapport d'enquête décrit la vive inquiétude de Samuel Paty dans les jours précédant son assassinat. Inquiétude devant l'ampleur et l'agressivité de la polémique à son sujet, selon un rapport de synthèse finale de la sous-direction antiterroriste, 2 jours avant sa décapitation par un jeune homme radicalisé lui reprochant d'avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Le professeur d'histoire géo faisait des recherches internet sur lui-même et sur la controverse qui le visait, comme pour en mesurer l'ampleur, des recherches aussi sur la définition juridique d'une menace à l'ordre public. Après la vidéo en ligne d'un parent d'élève affirmant avoir assisté à son cours, Samuel Paty s'en était inquiété auprès d'au moins 2 collègues. Il leur avait demandé de l'emmener en voiture au collège ainsi qu'à son domicile. Sauf que le jour des faits, ça n'avait pas été possible. D'après la vidéosurveillance du jour de l'assassinat, Samuel Paty avait rabattu la capuche de son manteau sur sa tête dès la sortie du collège, comme pour pouvoir la dissimuler. Les enquêteurs retrouveront un marteau dans son sac à dos, sans doute pour pouvoir se défendre contre une éventuelle attaque qu'il redoutait. En tout cas, après la fin des investigations, on devrait connaître prochainement le réquisitoire du parquet national antiterroriste contre les 14 personnes mises en examen. En tout cas, suite à une plainte de proches de Samuel Paty, une autre enquête a été ouverte en avril par le parquet de Paris pour non-assistance à personne en péril, non-empêchement de crime aussi. L'avocate de ses proches de Samuel Paty, Virginie Leroy, avait pointé les fautes tant du côté de l'éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec nous pour en parler, Maxime Ripper, qui est secrétaire national aux conditions de travail pour le syndicat national des écoles et collèges et lycées. Peut-être, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous ce soir. Peut-être une petite réaction avec vous Philippe Bilger. En effet, Cécile, petite réaction. Évidemment, je comprends très bien toutes ces enquêtes, ces procédures qui ont été ouvertes à la suite de la fin horrible de Samuel Paty. Ce que je ne voudrais pas, et ce qui m'inquiète un peu, compte tenu de la perversion judiciaire parfois de la France, c'est le fait que cette immensité Samuel Paty fasse oublier qu'il y a des quotidiennetés difficiles, peut-être pas de même niveau, de même gravité pour beaucoup de professeurs dans beaucoup de classes. Je ne voudrais pas que cette immense tragédie cache la réalité des dysfonctionnements et parfois des traumatismes quotidiens. En tout cas, sur notre question du jour, est-ce que finalement vous pensez que les enseignants sont-ils suffisamment soutenus et protégés? Vous dites non à 96%. Françoise Degois. Moi, j'ai lu, comme beaucoup de gens hier, le récit glaçant des derniers jours de Samuel Paty. J'ai terminé le papier, vraiment, même maintenant, j'avais vraiment des larmes aux yeux. Je vois dans quelle solitude il a été laissé, ses appels à l'aide qui sont tombés vraiment dans un puits sans fond. Je vois sa principale de collège aussi qui fait attention à lui, qui regarde ce qui sort, etc. Je vois aussi la lâcheté de 2 professeurs qui le classent comme islamophobe. Il tentait si bien qu'il est obligé de préciser qu'il est athée, qu'il n'est pas baptisé dans les mails qu'il adresse. Moi, j'ai du chagrin pour Samuel Paty, j'ai un chagrin infini, et je pense que oui, heureusement que cette affaire, est exemplaire, parce que je suis certaine qu'après ce récit, il faut aller au bout. Je suis absolument certaine que même dans l'intériorité, dans le fort intérieur, les consciences, peut-être des proviseurs, du rectorat, vont changer. Ça me paraît évident. Il faut ce choc-là. Si vous ne l'avez pas lu, je vous en prie, lisez les derniers jours de Samuel Paty. Ça me... Pour le Parisien. Vraiment, c'est émouvant au sens noble et plein du terme. Christophe Madrol. Oui, moi je suis comme François, j'ai lu ce texte, j'ai eu du mal à le finir. T'as raison, parce que... Et on le savait. Et j'avais dit sur ce plateau, quand ces faits ont eu lieu, nous avons des collègues enseignants, nous avons des collègues travailleurs sociaux qui vivent au quotidien ces menaces. Et tu as raison, Philippe, de dire effectivement que là, j'ai des copains travailleurs sociaux, éducateurs, qui vivent en permanence dans la peur de ce qu'ils peuvent dire, ou des enseignants aujourd'hui qui ne disent plus la réalité historique de la France sur ce qui s'est passé, par exemple, par rapport à la révolution, la guerre d'Algérie, parce qu'ils ont peur des répercussions. Ils cachent leurs mots. On est en train de cacher l'histoire de France par peur des répercussions à l'extérieur. À côté de ça, nous aussi, sur les plateaux,
quand on dit des choses, on reçoit des SMS, des tweets insultants. Mais il n'y a pas de commune mesure avec ces enseignants, avec ces travailleurs sociaux, qui sont en prise directe avec les élèves et surtout avec les parents. Je vis à Marseille. J'ai dans mon entretien des très bons rapports avec le recteur et nous avons reçu la semaine dernière Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale. La question que je vais poser au recteur, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans les quartiers nord pour que l'histoire de France, pour que l'éducation nationale fasse réellement ce travail. J'ai des enfants quand ils reviennent le soir, ils me disent qu'il y a des enfants dans leur classe qui se lèvent et qui quittent les cours parce qu'ils ne veulent pas entendre ce que disent le professeur d'histoire. Quand, à la récréation, on a mis des sas, par exemple, à l'entrée des collèges et des lycées où les jeunes filles, je regarde l'heure pour me faire engueuler, par Cécile, enlèvent leur foulard, leur tenue. Tout ça, aujourd'hui, on doit avoir une vraie réflexion pour la protection. Géraud, quand Samuel Paty est mort, on a reçu sur ce plateau des messages, rappelle-toi Philippe, d'enseignants. Nous, ça nous est arrivé et nous n'avons pas eu le soutien de la hiérarchie. Justement, on va en faire réagir notre invité Maxime Ripert sur ce que vous venez d'entendre, une réaction peut-être. Écoutez, j'ai lu ce rapport, énormément d'émotions, énormément d'indignation aussi. Et malheureusement, ce qui s'est passé, là on atteint le paroxysme du drame humain, vraiment. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que je vois ce type de détresse, dans le sens où nous avons des collègues qui sont frappés, qui sont insultés, qui sont menacés sur les réseaux sociaux, parfois en classe, parfois devant les établissements. J'ai le souvenir d'une collègue qui avait été braquée avec une arme factice. On s'en souvient tous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On a des collègues qui se suicident et qui parfois mettent en cause directement leurs conditions de travail. Donc effectivement, un symbole très fort qui est celui de Samuel Paty, mais comme ça a été dit au début de votre émission, je pense qu'il ne faut pas oublier également le quotidien. Il ne faut pas occulter une triste réalité, la réalité du pas de vague, la réalité justement de l'autocensure qui malheureusement existe. Et au-delà de ça, je distingue néanmoins ces phénomènes d'agression verbale et physique avec d'autres problèmes comme ceux de l'atteinte à la laïcité qui parfois peuvent se rejoindre, ces problèmes, mais parfois sont différents. Voilà. Et restez avec nous, Maxime Ripert, 0826 300 300. Un Philippe qui voulait aller dans votre sens, Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous vouliez témoigner ? Oui, parce que votre émission, excusez-moi, c'est pas vous-même, mais le sujet que vous abordez là remue un couteau dans la plaie que je pensais avoir cicatrisé, mais il n'en est rien. Et le fait d'apprendre qu'il y a une plainte pour non-assistance à personne en danger, je crois, quelque part, c'est vraiment une très bonne chose parce que il était temps de manifester un arrêt à cette administration de pleutres et de lâches qui sacrifie les enseignants au bon vouloir des parents dès que des enseignants des parents lèvent le doigt. L'enseignant est, lui, mis à l'index, si j'ose dire. Et comment dirais-je, alors d'un côté, c'est le tragique, effectivement, comme ça a été dit, de ce qui est arrivé à Samuel Paty et qui remue les cœurs. Et en même temps, au quotidien, vous avez, là, comme ça a été rappelé par le syndicaliste, vous avez le quotidien des enseignants qui, finalement, n'osent plus forcément faire grand-chose. Oui, le pas de vague. Et sont très très prudents sur le comportement adopté et doivent faire attention aussi à toutes sortes de menaces, comme ça a été dit, qu'on n'imagine pas, quoi. Donc, je voudrais dire que ça peut être aussi l'occasion de faire le ménage, parce que Samuel Paty, on lui a coupé la tête, mais le ministre qui était en poste, lui, il est resté en place. Et je vous assure que je ne comprends pas que ça puisse avoir été le cas.
Votre ministre aurait dû démissionner de suite. En tout cas, le ministère de l'Intérieur aurait dû agir aussi, et il y avait des raisons. Moi, je suis d'accord. J'ai une question à Jean-Michel Blanquer. Ça fait quand même des années. Philippe Bilger. Non, j'ai une question. Françoise, il veut répondre. Philippe Bilger. J'aurais voulu demander à notre invité. À Philippe. Maxime. Malgré les dysfonctionnements, les drames du quotidien que vous avez très justement évoqués après nous, est-ce que vous considérez que l'assassinat de Samuel Paty a tout de même créé un choc positif au sein des hiérarchies de l'éducation nationale? Alors, je pense que sur la question des menaces terroristes, oui, je pense que ça a provoqué une forme d'électrochoc, c'est-à-dire que il y a, je pense, plus de sérieux dans la prise en compte de menaces lorsqu'elles sont remontées par rapport à cette thématique-là. Mais est-ce que le quotidien des enseignants a véritablement changé? Est-ce qu'ils se sentent plus protégés maintenant? Honnêtement, je ne pense pas. Non, mais je ne pense pas parce que j'ai une question à poser à notre invité Philippe. Pardon Maxime, mais est-ce que Philippe, notre auditeur Philippe, vous avez l'air très ému, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vécu une situation de cette nature? Parce que je vous sens personnellement. Heureusement que j'ai pas vécu la situation qu'a connue Samuel Paty. Non, c'est pas ça dont je vous parle, évidemment. Mais vous travaillez dans l'enseignement? Parce que vous avez l'air très. Ah oui, c'est ça. Oui, il travaille dans l'enseignement. Oui, c'est sûr. Donc je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les attentats, ce genre de choses, ça vous reste dans le cœur, quoi. Vous pouvez pas l'enlever. Et donc après. Mais vous êtes un enseignant, pardon. Vous travaillez dans l'enseignement? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez été confronté peut-être à des menaces ou en tout cas des élèves réfractaires? Non, mais c'est quelque chose que je vois quotidiennement depuis 20-30 ans. D'accord. J'aimerais revenir Donc je veux dire, cette réalité, elle existe, mais elle est profondément enterrée parce que vous avez l'administration, mais vous avez les associations de parents d'élèves. Là, la plainte, elle va mettre en lumière le comportement de la FCPE. Oui, mais je voulais juste un mot, pardon Christophe, je voudrais quand même dire aux gens qui nous écoutent qu'on est dans le tragique et dans la quotidienneté. Et le paroxysme Samuel Paty, qui je crois, moi, est un super électrochoc horrible. Voilà. Mais quand même, on l'espère. Mais quand même, il faudrait quand même pas imaginer non plus, je veux pas minimiser, que l'ensemble des établissements sont sous cette menace-là. Ça serait bien quand même qu'on pondère un peu, parce que là, si vous voulez, là, on est dans la désespérance. Quand votre voiture est crevée, je vous passe tous les détails sordides. Vous avez peur? Non, mais ça, je sais très bien. Je ne sais pas si vous allez au travail avec la peur, vous. Mais il y en a pas mal d'enseignants qui vont comme ça. Moi, j'ai été en tant que journaliste avec la peur. Un petit mot qui m'agace, et Françoise l'a dit. Dans l'article, on parle aussi du non-soutien de ses collègues, qui l'ont considéré qu'il était islamophobe. Moi, tous les jours, je discute avec des collègues travailleurs sociaux, souvent d'extrême gauche, on va les nommer, qui considèrent que parce que la personne est d'origine étrangère, on doit passer le côté de ce qui construit le socle de la République, qui est notre laïcité. Et quand je vois ce qui s'est passé dans les écrits du Parisien, et quand on voit ce qui se passe dans des lycées, parce que je te dis Françoise, aujourd'hui dans les collèges et dans les lycées... Non, c'est pas la peine de me faire un cours de réel, je connais le réel aussi bien que toi, bien sûr, mais je sais très bien. Mais tu peux pas nous expliquer, vous pouvez pas nous expliquer que c'est tous les établissements scolaires comme ça. Non, mais je parle pas d'où, mais il a pas dit ça. Mais je vois le nombre d'enseignants. Moi, je fréquente comme toi un grand nombre d'enseignants ou de travailleurs sociaux qui ont vécu des situations qui pouvaient je ne veux pas minimiser ça. Je veux pas minimiser ça, bien sûr. Combien d'enseignants mettent dehors un élève qui est turbulent, et combien d'enseignants ont entendu vous mettez dehors parce que vous êtes une raciste? Ah oui, ça. Bien sûr. Maxime Répère. C'est ça la question. Maxime Répère, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous travaillez au quotidien justement pour combattre toutes ces idées? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que vous êtes en relation avec les parents d'élèves, avec le ministère, est-ce qu'il y a des réunions qui sont organisées régulièrement, même avec l'intérieur, des formations? Même avec l'intérieur. Par rapport à la question de la laïcité ou par rapport à la question de la violence? La protection, est-ce que l'intérieur... Tous les sujets qui mettent à un moment donné les enseignants, oui, dans une situation compliquée.
Écoutez, moi par rapport, enfin déjà en tant que prof, parce que je suis professeur d'histoire-géographie, également, donc en tant qu'enseignant, j'essaye d'expliquer les notions qui sont importantes. Voilà, c'est la question de la laïcité par exemple. Voilà, je montre que la laïcité, c'est pas de l'anti-religion, c'est avant tout pour préserver la liberté de conscience. Voilà, donc ça déjà, expliquer ça aux jeunes, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que syndicaliste, eh bien, c'est de conseiller les collègues. Voilà, comment faire remonter un problème, comment éviter que ce problème passe sous le tapis, quelle attitude adopter vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la hiérarchie, pour vraiment en fait que les collègues puissent se protéger, savoir faire un rapport d'incident. Vous voyez, ce genre de choses-là, le SNALC accompagne les collègues de cette façon-là, vraiment pas à pas face à ce type de difficultés, parce que heureusement, comme ça a été dit, tout le monde n'est pas confronté à la violence. Tous les établissements ne sont pas, je veux dire, des poudrières. Absolument. Merci beaucoup. Mais il y a quand même un malaise qui a tendance à se propager de plus en plus. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Maxime Ripert d'avoir été avec nous, secrétaire national aux conditions du travail de la SNALC, qui est le syndicat national des écoles et des collèges et lycées. Merci à vous, Philippe, de nous avoir appelé au 0800 26 300 300. Vous restez avec nous dans quelques instants. Et vous l'attendez, vous l'attendez depuis le monde entier, même les Australiens l'attendent. Le mot du jour de Philippe David, les petits conseils pour les supporters avant France-Australie. À tout de suite.